front de mer s'étend sur 2750 km de côte. Sa partie nord doit surveiller le Pas-de-Calais. Un verrou composé de filets et de champs de mines en interdit le passage aux sous-marins ennemis, ce qui les oblige à faire un long détour pour gagner l'Atlantique. Leurs réserves de combustible et leurs rayons d'action seront diminués d'autant. Mais barrer le Pas-de-Calais, c'est barrer une des plus importantes routes maritimes du monde. Les Français et les Anglais n'ont pas voulu couper cette artère essentielle du commerce international. C'est pourquoi ils ont laissé une route libre pour le trafic mondial le long des côtes d'Angleterre et de France. Tout le long de cette côte en veille. L'ennemi peut venir par mer, les sémaphores et les postes de guet le surveillent. Il peut venir sous la mer, des microphones sont immergés et reliés à des postes d'écoute. Il peut venir dans les airs, des appareils pour la recherche et la détection des avions sont braqués vers le ciel. Les renseignements donnés par ces différents points aboutissent tous au poste de commandement du front de mer. C'est d'ici que l'alerte peut être donnée aux batteries d'artillerie de côte qui commandent les différentes passes ou aux batteries anti-aériennes. Les marins veillent, la route est libre. Journée d'hiver, journée d'attente. Il n'y a pas de vent, il n'y a pas de mer, mais les canons sont couverts de givre. Des canards sauvages se sont posés sur la plage et se laissent assommer à coups de bâton. Dans l'abri enfoncé sous le sable, les canards semblent occuper beaucoup nos canonniers marins. Les jours succèdent aux jours, les tours de garde aux tours de garde. Un décor truqué entoure les pièces camouflées. Quelques mètres carrés de sable, un paysage du bout du monde, qu'animent la jeunesse et la bonne humeur de nos marins. Le froid leur joue quelquefois des tours. Mais ils en rient, et ils appellent les copains pour mieux en rire. Tout le long du littoral, à chaque point sensible, la marine a installé ses batteries, ses postes de guet, ses postes d'écoute. Elle a relié le tout par un réseau de câbles téléphoniques. On perfectionne sans cesse ce dispositif, on scie, on pioche, on creuse avec entrain. Et puis, on guette. Des centaines de paires d'yeux scrutent la surface changeante de la mer. Rien n'échappe à ces yeux de marin habitués à voir ce que vous ne verriez pas. Ni le passage d'un bateau, ni le sillage d'une torpille, ni le vol d'une mouette, ni une mine échouée sur la plage. Le front de mer sait heure par heure et minute par minute ce qui se passe en mer à portée des côtes. On veille près des mitrailleuses antiaériennes. On veille près des grosses pièces d'artillerie de côte. On guette le bruit des avions, l'oreille au ras du sol dans les murs d'écoute. Le mur, grand miroir acoustique tourné vers la mer, sert à repérer l'ennemi au son et à le situer approximativement en direction. La machine reprend le bruit, le capte avec précision et ne le lâche plus. Bien avant d'être aperçu, l'avion ennemi, venu du large, est repéré. Ces déplacements s'inscrivent sur des cadrans. Ces indications sont recopiées sur une autre machine qui les transforme, trace la route vraie de l'avion. Nouveau cadran, recopie sur une nouvelle machine et la lunette de visée est automatiquement braquée vers le point du ciel où apparaîtra l'ennemi. Guidés par elle, les canons de défense et, si c'est la nuit, tous les projecteurs entrent alors en action. Ceux qui, chaque jour, chaque nuit, de leur étrave, labourent la mer, à la recherche des mines et des sous-marins ennemis, ce sont ces petits bateaux, anciens bateaux de pêche. Ils ont raclé de leur chalut tous les fonds poissonnés de la mer du Nord. Maintenant armés en guerre, ils sont devenus patrouilleurs et dragueurs. Ils ont reçu, en plus des pêcheurs mobilisés à leur bord, un équipage de réservistes.
Vous ne reconnaissez pas l'employé d'octroi et l'éclusier, le cheminot et le maraîcher qui sont ici? À sortir par tous les temps, ils sont devenus de fameux marins. S'il y a alerte, c'est que quelque chose d'insolite a été aperçu sur la mer. Ils sont pas longs. Canonniers à être à leur canon. Grenadiers à être à leur mortier lance-grenade. Forcez la vitesse, poussez les feux. Il fonce, le petit bateau, de toute la vitesse de ses machines, vers l'endroit précis où l'ennemi semble tapi. Qu'on puisse, d'un poste d'écoute comme celui-ci à terre, entendre des bruits sous-marins captés par des microphones à plusieurs kilomètres en mer, cela vous étonne peut-être. En ce moment, un cargo passe au large près du micro 42, à un endroit bien repéré sur la carte. Sur le micro 43, en ce moment, c'est un bruit de diesel, un sous-marin ennemi en surface. Le commandement du front de mer va être immédiatement alerté. C'est sûrement dans cette zone-là. Oui. Vous avez raison, je crois. Je vais leur donner mes ordres. Voulez-vous me passer le téléphone? Allô? On nous signale cette fois un bruit de sous-marin à 2 litres de la Brasserie. Arrête! Culasse! Allô, batterie. Alerte, gisement 42. Le but est le sous-marin. Distance 19 500. Allô, pièce 2. Allô, pièce 2. Pièce 2 parée. Allô? Inclinaison 40. Allô? Vitesse 12 nœuds. Écoutez, pièce Temps de 4, sondage. pièce 4 parée. 19 450, 19 440, Inclinaison 40, 19 440, gauche, vitesse 12 19 nœuds. 430, 19 420, 19 410, 19 390, Élément transmis. 19 Élément 380, transmis. 19 Le but est 380, reconnu. 19 Feu continu. 370, 19 Commencez le feu. 360. Cours, cours. Droite. Plus à gauche 4. Plus loin 400. Plus loin, 400. Transmis. Inclinaison 70 gauche. Vitesse 12 nœuds. Temps du sondage. Inclinaison 70 gauche, vitesse 12 nœuds. Culasse! Phare et pointage. L'alerte passée, la veille continue. Des milliers de tonnes de marchandises continuent à passer chaque jour au large de ce môle.
Vouées par Hitler à une destruction sans merci, elles n'ont rien à craindre. Nous allons nous embarquer sur un de ces petits bateaux de police navigation. Nous aurons peut-être les oreilles gelées. Nous prendrons peut-être un bon coup de vent de noroît dans la figure. Sur les bancs de Flandre, la navigation n'est pas toujours facile. Justement, le AD-28 prend la mer. Il va reconnaître les uns après les autres tous les navires qui, depuis hier, se sont présentés dans le Pas-de-Calais. Qu'ils viennent de l'Est, qu'ils viennent de l'Ouest, qu'ils soient français, anglais ou neutres, tous doivent obéir afin d'éviter le passage dans les champs de mine ou dans les zones dangereuses. Et puis tous doivent faire la preuve qu'ils ne transportent aucune marchandise allemande ou d'origine allemande ou à destination de l'Allemagne. Mine d'abord! Une mine dérivant au gré des courants, après avoir cassé son orin, c'est une rencontre qu'on peut faire en mer du Nord. Dès qu'on la voit, il faut essayer de la couler à coups de fusil, mais sans s'en approcher, car à tirer dessus, on risque, si on touche une antenne, de la faire exploser. Voici d'autres ouvriers du blocus. Ceux qui vont arraisonner les navires, visiter leur cargaison, examiner leurs papiers. Le problème pour les Alliés est d'exercer un blocus effectif de l'Allemagne sans brimer les neutres ni ralentir le trafic international. C'est pourquoi les visites ont lieu en mer et le permis d'appareiller est donné aussitôt la visite finie si tout a été reconnu correct. Tous les navires, quelle que soit leur nationalité, sont astreints à cette visite. May I see your sailing orders from Newcastle, sir? Here Thank you are. How many people on board? 17. Here's the crew's list. Oh, yes, all British. Know them well? Oh, yes, I've known them 4 years. Well, you're coming from Newcastle with coal. Who's the receiver? Société Chemin de Fer. SNCF. How many tons of it? 1,200. 1,200. And is it all for SNCF, Captain? Yes. All right. May I see the manifest? Well, thank you very much. That'll be all. All right. Du sémaphore, on suit les mouvements de chacun des bateaux de police navigation. On voit monter le long des drisses les signaux de fin de visite. On possède dans les sémaphores la traduction par signaux de toutes les expressions maritimes ou géographiques et les indicatifs de tous les navires du monde. Mais le timonier de quart n'a pas besoin de cela pour comprendre ce qui se passe. La visite est terminée, le cargo est correct. Du blocus, on attend la réponse.
Le blocus a donné par téléphone la permission d'appareiller. Le sémaphore la transmet en scot au navire. TQ, 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 signal du code international qui signifie libre pratique. Il arrive que la visite ne soit pas satisfaisante, qu'une partie de la cargaison vienne d'Allemagne ou soit suspecte d'y aller. Le navire est aussitôt dérouté et amené dans un port français de saisie. Une enquête est faite sur la destination finale de la marchandise. Ce qui vient d'Allemagne, ou ce qui y va est déchargé, est remis au service des prises. Jamais cette huile, jamais ce nickel, jamais cette viande, jamais ces grains, jamais ce coton, jamais cette laine n'atteindront Hambourg. Comme dans nos batteries on veille, comme sur nos patrouilleurs ou nos dragueurs on se bat, d'un même cœur, dans nos ports, dans nos bassins, dans nos chantiers, on travaille. L'armée polonaise, dont les hommes portent l'arme sur l'épaule gauche et saluent les deux doigts à la tempe, se reconstitue activement sur notre territoire. Elle a reçu fin décembre la visite de M. Rakiewicz, président de la République polonaise, et du général Sikorski, président du Conseil. La capitale de la Pologne existe toujours. Elle est en France, au cœur de notre Anjou, au bord d'une de nos belles rivières que longe un quai du roi de Pologne depuis le XVIIe siècle, depuis qu'il existe une Pologne, œuvre française. Selon le rite ancestral, à cette fin décembre, les représentants du gouvernement polonais ont brisé le pain azime avec leurs compatriotes fraternellement. Monsieur Daladier et le général Sikorski ont signé les accords relatifs à la reconstitution de l'armée et de l'aviation polonaise, peu après les échanges franco-polonais de vœux de Nouvel An, que monsieur Albert Lebrun, pour sa part, a ainsi conclu. Je vous prie d'agréer tous mes vœux pour l'avenir de la République polonaise, que la victoire commune rendra à ses glorieux destins. Le président de la République et le ministre de l'Air s'intéressent particulièrement à l'utilisation de la main-d'œuvre féminine dans nos usines de guerre. S'il fallait encore lever 10 armées et vider les usines,
La mobilisation féminine serait mise en pratique. Les Françaises sont des ouvrières admirables. Une cartouche, c'est un étui plus une balle. L'étui s'obtient par transformation successive d'une rondelle dite flanc, découpée à l'emporte-pièce dans une bande de laiton. Au four continu, on procède au recuit qui donnera aux flancs la malléabilité nécessaire à leur progressive transformation en étui oblong. Les étuis obtenus sont décapés, puis en diverses machines prennent peu à peu leur forme définitive. Les douilles sont vérifiées en longueur et en calibre. On perce alors les vents, trou qui recevra l'amorce. On met en place l'amorce. Des machines automatiques pèsent la poudre et chargent les étuis. Les balles sont tournées pendant le même temps. L'étui est alors prêt à recevoir la balle. Production de chaque machine de ce type, 5000 à l'heure. Automatiquement et à la main, on vérifie les cartouches terminées. Depuis le 19 mai, le général Weygand, hier encore commandant en chef en Méditerranée orientale, a été nommé par décret du président de la République chef d'état-major de la défense nationale et commandant en chef de tous les théâtres d'opération, tandis que le maréchal Pétain, ambassadeur de France à Madrid, était devenu depuis le 18 mai vice-président du Conseil comme ministre d'État. Confiant en ses chefs, confiant en ses soldats, le pays n'a plus qu'un devoir, vaincre, qu'une seule pensée, vaincre. Dans le malheur de la patrie, a déclaré M. Paul Reynaud, nous avons la fierté de penser que 2 de ces enfants, qui auraient eu le droit de se reposer sur leur gloire, sont venus se mettre en cette heure tragique au service du pays. Le maréchal Pétain, le vainqueur de Verdun, le général Weygand, l'homme de Foch.
de nouveaux pilotes de chasse sont entraînés sans cesse au tir dans nos écoles. Après avoir reçu les instructions du chef de patrouille, les futurs chasseurs vont s'envoler sur les appareils écoles et se former en escadrille. Les tirs se feront sur panneaux cibles remorqués par un avion. Ce panneau de grande dimension est plié et fixé le long du fuselage de l'avion chargé de le remorquer. En vol, le panneau cible est largué. Les instructeurs vérifient le tir de chacun des pilotes. Les balles utilisées par chacun d'eux ont en effet été enduites avant le tir d'une couleur différente. Ces jeunes pilotes rejoindront bientôt leurs aînés aux armées et comme eux mettront victorieusement en application les principes acquis à l'école de tir. Voici l'escadrille de chasse qui, en 3 jours, a bâti 39 avions ennemis. Ce jeune capitaine, guidé par son destin, baissa la tête à la seconde même où la balle de l'adversaire atteignait le dossier de son siège. Monsieur Laurent Hénac, ministre de l'Air, a atterri sur différents terrains avancés pour féliciter personnellement les pilotes vainqueurs et leur dire sa gratitude et la confiance du pays. La célèbre escadrille Lafayette. Sous le même insigne, sous le même nom, un groupe de chasse français perpétue au cours de la guerre actuelle la prestigieuse et légendaire tradition. Ce sont en effet les 9 pilotes de ce groupe qui tout récemment attaquèrent 27 avions de chasse allemands et en abattirent 9. Les voici, s'envolant en formation de combat pour cette mission où, dès le départ, chaque homme savait que la lutte était à engager à 1 contre 3.